Alors, bienvenue au laboratoire, au LEMSC, donc laboratoire essai mécanique, structure et génie civil. Mon nom est Guy Henriet, j'étais l'ancien responsable du laboratoire, à la retraite maintenant. J'ai une formation d'ingénieur civil des constructions et j'ai été d'abord assistant 6 ans et puis je suis passé au laboratoire où j'ai travaillé dans différents domaines, mécanique des sols, les matériaux, le plancher d'essai, donc matériaux béton, matériaux acier, plancher d'essai, etc. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au béton. Le béton est en deux phases. Il y a d'abord le béton frais, qui est la réalisation du béton. Ensuite, le béton frais va durcir et va devenir le béton durci, qui sera l'objet d'un autre laboratoire. Donc aujourd'hui, on va essentiellement voir les composants du béton, comment on fabrique un béton, donc la fabrication du béton frais. Alors pour comprendre ce qu'il y a dans un béton, d'abord regardons cette carotte. Elle est assez explicative. C'est quoi le béton? En fait, c'est une pierre artificielle reconstituée. Donc vous voyez que ce béton est assez dur, il a une bonne résistance. Il est constitué de quoi? Le mieux, c'est de regarder du plus gros au plus petit. Le plus gros, c'est quoi? C'est ce que vous voyez ici, c'est des cailloux. Donc dans un béton, normalement, vous avez un certain nombre de cailloux, plus ou moins gros, ça dépend un peu de l'utilisation. Puis si on va de manière un peu plus fine, là on ne le verra pas à la caméra, il faudrait passer au microscope, on va voir évidemment des cailloux de plus en plus petits et ensuite des grains de plus en plus petits. Donc vous avez des cailloux et puis des grains de sable. Alors si vous mettez ça ensemble dans un moule, forcément ça n'a pas de résistance, il faut alors un autre élément qui va assembler ces éléments entre eux, c'est ce qu'on va appeler le liant. Et ce qui va servir de liant dans le béton le plus classique, c'est le ciment. Le ciment, c'est quoi? C'est en fait une poudre qu'on obtient à partir de matériaux naturels, essentiellement le calcaire et les argiles, et un certain nombre d'additifs. Alors si on broie ces matériaux de base, on obtient une poudre, mais qui n'est pas réactive du tout. Pour qu'il soit réactif, il faut qu'il soit chauffé à 1400-1500 degrés. À ce moment-là, on a un réarrangement des différents matériaux et on obtient des silicates et des aluminates de chaux qui, eux, sont réactifs avec l'eau. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va mettre cet ensemble de 4 éléments, donc des cailloux et du sable, qui sont ce qu'on appelle les inertes, avec du ciment et de l'eau, le ciment et l'eau vont réagir entre eux pour former quelque chose de dur et agglomérer les éléments entre eux. Et donc voilà une carotte par exemple d'un béton qui a bien durci. Et on voit très bien les plus gros éléments. Alors dans le béton, comme je disais, il y a des cailloux et du sable. Alors pourquoi des cailloux, pourquoi du sable? En fait, idéalement, on doit avoir un maximum de matériaux inertes. Pourquoi? Parce que le matériau le plus coûteux du béton, c'est le ciment, puisqu'on doit chauffer les matériaux à 1400-1500 degrés. Donc énergétiquement, ça coûte très cher. Donc on a toujours intérêt à mettre le minimum de ciment. Il va de soi que pour avoir une certaine résistance, on a besoin d'un minimum de ciment. Si on en met trop peu, on n'y arrivera pas. Par contre, il ne faut pas en mettre en excès parce que ça ne sert à rien et c'est une dépense inutile. Donc l'idéal au départ, c'est d'avoir, si j'imagine un volume de béton à fabriquer, ben, l'idéal c'est de dire je vais mettre beaucoup de cailloux. C'est ce qui est le moins cher, qui est le plus facile à trouver. Alors si je mets tous les cailloux identiques, on peut imaginer que ça va faire beaucoup de vide. Et donc si après coup on va dire on va mettre du ciment, ben on va devoir mettre beaucoup de ciment de mortier. On va devoir mettre beaucoup de ciment pour remplir tous ces trous-là. Donc l'idée c'est de dire ben, tous ces trous encore un peu gros, on va commencer par les boucher par des cailloux un peu plus petits. Et puis il va encore rester des trous. Et là on va pouvoir les remplir par des sables un peu grossiers. Et puis il va encore rester des trous de plus en plus petits. Et là on va mettre du sable fin. Et donc on va devoir... L'idéal pour avoir un béton de bonne qualité, c'est d'avoir ce qu'on appelle une granulométrie, donc une dimension de grains étalée, c'est-à-dire de grains de différentes dimensions, de manière à maximiser le volume occupé par ces inertes ou minimiser les vides qui vont rester. Alors vous avez ici devant, dans la première rangée de sacs en plastique, un béton tout à fait classique, c'est un béton de structure qui était frais, qui est arrivé frais au laboratoire et qu'on a décomposé pour déterminer ses composants, notamment en termes de dimension. Donc sur chacun des sacs en plastique, vous voyez un chiffre, un nombre. On parle de 14, 10, 7,1, etc. On arrive à 1, 0,5, 0,25. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la dimension en millimètres. Si je prends par exemple le sac de 1 mm ici, donc tous les grains que vous trouvez ici, ils sont passés au tamis. Donc un tamis, c'est quoi? C'est simplement, tout le monde à la mer a déjà utilisé des tamis pour jouer dans le sable. Donc c'est simplement une sorte de système à mailles carrées dans lequel on peut faire passer des éléments. Et en fonction de la taille des petits trous, des carrés, on a donc une dimension de tamis. Le 1 mm, par exemple, ce qui est ici, c'est des cailloux qui sont passés sur le 2, donc ils sont plus petits que 2, mais ils sont retenus sur le 1. Donc tous ces éléments-là ont une dimension comprise entre 1 et 2. Les éléments ici entre 2 et 4, 4 et 6,3, etc. Et on voit qu'évidemment les plus gros ont une teinte grise, ce sont les cailloux.
Les plus petits, une teinte beige, c'est le sable. Et on voit qu'à l'interface entre les deux, vers les 2 mm, je vais sortir le paquet, on voit qu'on a des grains gris qui sont des petits cailloux et des grains clairs qui sont des gros grains de sable. Et donc en général, la limite entre le caillou et le sable, c'est 2 mm la plupart du temps. Mais évidemment, on voit que dans le 4, on a quelques plus gros grains de sable, et dans le 1, on a encore quelques grains gris qui sont des petits cailloux, également même jusqu'au 0,5. Donc là, on a une composition assez classique de béton. On les retrouve ici, les éléments. Alors comment va-t-on réaliser ceci? Pour maximiser l'espace, pour minimiser les vides, on va devoir étudier une granulométrie. Alors évidemment, des cailloux, ils arrivent dans toutes les dimensions. Et de manière à avoir quelque chose de convenable, on va acheter les cailloux suivant ce qu'on appelle des calibres. Et alors un calibre, c'est en fait un caillou qui a été trié à la source. Et donc on va par exemple acheter du 7-14, mais ce sera du caillou dont tous les éléments sont compris entre 7 et 14 mm. On va avoir du 2,7, on va avoir du 0,2, etc. Et donc on va combiner en fonction de chacun des calibres, pour avoir les 100% de matériaux inertes, on va combiner une certaine proportion de chacun de ces calibres. Et tout ça se détermine à partir de ce qu'on appelle les courbes granulométriques. Donc vous avez ici sur les sacs, deuxième rangée, qui sont ouverts, différentes tailles de cailloux et de sable, des matériaux finalement qu'on va utiliser. Donc pour arriver à un volume maximal de matériaux dans le volume voulu, on va utiliser des cailloux de dimensions différentes. Alors quand vous achetez, si vous allez sur une carrière et qu'on broie du caillou, vous allez avoir un tout venant de toutes les dimensions. Et donc en carrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà les trier, on va les passer sur des tamis, on va les trier par calibre, donc par dimension. Et à ce moment-là, vous, en tant que fabricant de béton, vous allez commander et vous allez utiliser une fraction de chacun des calibres de manière à avoir quelque chose qui est bien homogène. Donc vous avez ici, par exemple, 3 calibres de cailloux, un sable et un ciment. Donc vous avez du gros caillou, comme celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est du caillou probablement du 7,20, voire plus gros. Puis là, vous avez la dimension en dessous. Donc on voit très bien qu'ils sont un petit peu plus petits. Donc là, on est sans doute sur du 7,20. Là, on est au moins du 20. Puis on passe à du plus petit. Là, vous voyez de nouveau la différence. On passe à sans doute du 2,7. Et puis on passe au sable. Là, on voit aussi la différence, le sable beaucoup plus petit. Et puis on passe au ciment, où là, c'est vraiment de la poussière, de la farine. Vous voyez sur les doigts d'ailleurs la différence. Donc là, vous avez l'ensemble des éléments qui vont être... Donc on va mettre X% de chacun des matériaux. Puis on aura le ciment, la quantité de ciment. Donc les pourcentages ici vont donner une compacité idéale sur le matériau inerte. Ensuite, on va ajouter le ciment. La quantité de ciment va être essentiellement déterminée par la résistance qu'on veut obtenir en fonction des autres éléments. Et puis, on va ajouter le dernier élément qui n'est pas ici, qui est de l'eau. Et donc, la quantité d'eau, elle, va être déterminée, est un facteur très important de la résistance finale du ciment, ce qu'on appelle le rapport eau sur ciment, E sur C. Alors, ce rapport eau sur ciment, il est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui qui va conditionner, entre autres, la résistance, en fonction, toute chose étant fixée. Et donc, la réaction entre le ciment et l'eau, c'est une réaction chimique. Donc, pour 1 kg de ciment, vous avez besoin d'une certaine quantité d'eau, typiquement 300 grammes. Donc, le rapport eau sur ciment, idéal, chimiquement idéal, c'est 0,3. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir besoin de 300 grammes d'eau par kilo de ciment. Et alors on verra tout à l'heure dans la partie pratique de la réalisation du béton que ce rapport sur ciment de 0,3 est incompatible avec une bonne qualité de béton parce que le béton est beaucoup trop sec et ne se met pas en œuvre. Et donc typiquement la valeur habituelle d'un béton tout à fait classique c'est de l'ordre de 0,45, donc 0,40 à 0,50, fonction de la granulométrie des différents éléments. Alors il faut savoir que ce E sur C est influencé également notamment par la dimension des éléments. Plus les éléments sont fins, plus la surface spécifique, donc qui est la surface de l'ensemble des grains, va être élevée. Et donc plus vous aurez besoin d'eau pour mouiller les éléments initiaux. Donc ça veut dire que dans un béton, on va essayer d'utiliser le moins possible de fines inertes, donc de fines qui ne réagissent pas. Donc le ciment, ce sont des fines, mais qui sont actives. Par contre, dans tous les matériaux, vous avez une série de fines qui sont inertes. Si je reprends les cailloux ici, je reprends en main, mais vous allez voir qu'il y a plein de poussière. Cette poussière, c'est en fait des fines inertes qui, dans le béton, vont se retrouver dans le béton et qui vont apporter aucune résistance. Au contraire, elles vont nécessiter de l'eau pour le mouiller et donc ça va faire diminuer la résistance.
On peut en arriver maintenant au sable. Donc vous avez ça, c'est ce qu'on appelle un sable de rivière. Typiquement, dans le jargon habituel, on dit du sable du Rhin. Il faut savoir que tout le sable utilisé en Belgique ne vient pas du Rhin. C'est la dénomination classique. On va dire que c'est du sable de rivière. Il faut savoir que dans le monde de la construction, il existe d'autres types de sable. Vous avez ici 3 types de sable qu'on utilise très fréquemment. Vous avez ici le sable jaune, qui est un sable de... Donc le sable ici, c'est un sable de rivière. Ça, c'est un sable de carrière. C'est un sable très très fin qu'on n'utilise pratiquement pas dans les bétons. Certains en mettent un tout petit peu parce que comme c'est un sable de carrière, il est relativement fin et il permet aux grains de rouler plus facilement. Si je prends 2 grains comme ceci, vous voyez qu'ils sont très rugueux, donc ils roulent pas, ils glissent pas facilement l'un sur l'autre. Tandis que si j'avais une petite couche de sable entre les deux, ils couleraient beaucoup plus facilement. Mais rajouter du sable, c'est rajouter de l'eau. Et donc, il faut faire la part des choses en disant est-ce que c'est intéressant ou pas. Vous avez ici un sable blanc qui est du même type, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt supplémentaire. Et là, vous avez un sable de concassage comme ce type de caillou. Il pourrait venir se mettre ici. Par contre, on ne l'utilise pas parce que justement, c'est un sable très rugueux et qui va nécessiter également beaucoup d'eau pour obtenir une bonne ouvrabilité. Donc voilà pour les sables. Repassons maintenant à la partie cailloux. Et donc là, on a vu ce que je vous ai montré ici, ce sont des cailloux qui viennent de carrière. Et donc en Belgique, vous avez 2 types de cailloux principaux. Ce sont ce qu'on appelle les concassés, donc c'est de la roche qui est broyée, qui vous donne ce type de cailloux, de forme tout à fait quelconque. Et l'autre type de granulats que vous avez, ce sont des granulats qu'on appelle roulés. Donc là, ici, vous avez les 2 types de granulats, de gros granulats, ce qu'on appelle les pierrailles. Alors vous avez soit du concassé, comme dans les sacs ici, donc ce sont des concassés, voilà, on le voit très bien. Ou alors vous avez du sable qu'on va draguer dans les rivières ou dans les mers, qui sont alors à ce moment-là roulés. Donc on voit très bien, on va prendre celui-ci qui est beaucoup plus caractéristique, il est complètement usé, et donc il a été roulé. Et donc la question que vous allez vous poser, ou que je vous pose, c'est dans quel cas va-t-on utiliser l'un ou l'autre. Si je reprends les carottes de tout à l'heure, vous avez des bétons avec du roulé, des bétons avec du concassé. Alors qu'est-ce qui va vous faire choisir l'un ou l'autre? En fait, il y a différents critères qui vont pouvoir vous influencer. Tout d'abord, au niveau ouvrabilité, si je prends 2 cailloux de concassé, vous voyez que pour les faire glisser l'un sur l'autre, c'est très difficile parce qu'ils ont tendance à frotter. Par contre, si je prends 2 roulés, comme ils ont déjà été bien usés, ils vont glisser très facilement. J'arrive à peine à les tenir. Et donc au niveau ouvrabilité, si je mets des roulés dans mon béton frais, je vais avoir besoin de beaucoup moins d'eau pour une même ouvrabilité. Ou inversement, je vais devoir rajouter de l'eau en plus grande quantité pour arriver à ce que l'ouvrabilité soit similaire. Donc du côté béton frais, j'aurais tendance à dire oublions le concassé et gardons le roulé. Par contre, quand on regarde ces 2 cailloux, on voit très bien que celui-ci est très très lisse. Donc ça veut dire que l'adhérence entre le béton hydraté, donc le ciment hydraté pardon, qui réagit avec de l'eau, va être beaucoup plus difficile à assurer que sur quelque chose d'irrégulier. Donc au niveau béton durci, j'aurais tendance à dire que le concassé est plus intéressant que le roulé. Et donc vous voyez que l'un dans l'autre, chacun des matériaux a ses avantages et ses inconvénients. Et en général, le critère le plus, à part s'il y a des critères techniques qui imposent l'un ou l'autre, le critère le plus fréquent qu'on va utiliser, c'est le critère économique. Et donc c'est de dire, moi je suis près d'une rivière, j'ai plein de granulats qui viennent de la rivière, ça va me coûter moins cher que d'importer des cailloux. Ici en Belgique, typiquement, en Wallonie, on a tendance à utiliser beaucoup plus de concassés parce qu'il y a des carrières un petit peu partout. En Flandre, il n'y a aucune carrière, par contre il y a beaucoup de rivières, il y a la mer, donc on va utiliser plus spontanément les roulés. Et donc c'est vraiment un élément plutôt géographique et économique qui va orienter le choix, sauf si dans certains cas, il y a quand même parfois des exigences où on va imposer telle ou telle pierre, parce que les pierres n'ont pas la même nature. Ici, c'est du silex, c'est beaucoup plus dur. Ça, en général, ce sont des calcaires ou des grès ou des porphyres. Certains sont plus durs que d'autres, mais les calcaires peuvent être relativement tendres et donc donner des résistances plus faibles que certains silex, certains cailloux roulés. Voilà, revenons maintenant un peu sur les notions de liant. Dans tout à l'heure parlé, je suis parti de cette carotte où vous avez vu avec les granulats le liant qui était du ciment, qui réagit avec de l'eau. Alors vous voyez qu'ici, dans ce même type de béton, il y a parfois des teintes un peu plus jaunes, un peu plus grises, mais ça dépend notamment de la couleur du sable, des choses comme ça. Par contre, si je compare ces deux-ci, on voit qu'elles se ressemblent assez fort à part la dimension. Oui. Ici, on a effectivement des cailloux comme on avait tout à l'heure, mais la teinte est beaucoup plus noire. Donc ça, c'est pas un béton
hydraulique, ce n'est pas un béton tel que celui-ci ou que celui-là, le liant est complètement différent. Ici, vous voyez que c'est une carotte de route, macadam, assez classique. Et donc, extérieurement, ça ressemble à part la couleur, mais dans la matière qui fait le liant, c'est complètement différent. Ici, vous avez un liant hydraulique, donc on dit liant hydraulique parce que c'est le ciment qui réagit avec de l'eau, donc le mot hydraulique. Ici, vous avez un liant hydrocarboné, donc qui vient du pétrole. Donc ça, c'est simplement le liant, c'est du bitume. Donc comment ça fonctionne? Contrairement à ceci où il y a une réaction chimique, ici, c'est simplement un état physique de la matière. Donc le liant qui est du goudron ou du bitume va fondre à haute température. Et il va durcir à plus basse température. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que dans une centrale à Thermac, qu'est-ce qu'on fait? On met l'ensemble des matériaux, on les chauffe à 160-180 degrés, on mélange, on vient sur le chantier, on le pose et puis on roule avec le rouleau et puis on laisse refroidir. Et simplement, c'est le refroidissement qui va agglomérer les éléments entre eux. Donc ça veut dire que cette carotte, si je la remets dans une étuve à 200 degrés, 180, 160 degrés, elle va refondre. Et je pourrais à la limite aller récupérer les cailloux, ce qui n'est pas vrai du tout avec le béton. Pour arriver à désagréger le béton, il faut monter beaucoup plus haut en température. Et donc ce matériau, je pourrais même le réutiliser. Je le remets à l'étuve, je le réchauffe, je le remalaxe un petit peu et puis je refais un nouveau matériau. Donc c'est un matériau qui est relativement réutilisable. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'évidemment en chauffant chaque fois, vous allez évaporer certaines huiles et donc la composition à chacun des chauffages va être légèrement modifiée et donc les caractéristiques du produit également peuvent être modifiées. Il existe un troisième type de liant qu'on utilise en génie civil. Donc on a le ciment, liant hydraulique, le bitume, liant hydrocarboné, et vous avez certaines résines. Donc si on regarde celui-ci, ça ressemble à cette carotte parce que vous avez des cailloux ronds, comme dans celle-ci. La couleur est noire comme celle-ci, mais ça c'est un peu le hasard. Et là, c'est en fait des résines. Donc c'est un mélange, ce sont des produits qui sont des résines, donc qui sont des produits chimiques qu'on assemble entre eux avec, en général il y a deux composants, un peu comme le ciment et l'eau, mais ici c'est deux composants type résine qu'on va assembler et qui vont donc agglomérer également le matériau. Ce matériau résine par rapport au ciment est excessivement plus cher et donc on l'utilise uniquement pour de petites quantités, essentiellement en réparation. Et les caractéristiques mécaniques sont relativement différentes, plus ou moins souples, et donc ça s'utilise essentiellement en petites quantités et en réparation. Alors jusqu'à présent on a vu les bétons tout à fait classiques avec les cailloux concassés ou roulés, les sables, etc. Mais dans les bétons on peut ajouter ou remplacer un certain nombre de choses. Alors, il y a des choses qui sont parfois tout à fait, je vais dire loufoques ou un peu anecdotiques. Je vais prendre cette carotte, vous voyez que c'est des coquillages. Donc ça, c'est un truc assez spécial. C'est quelqu'un qui croyait s'y connaître en béton, qui s'est dit, un coquillage, c'est à peu près la dimension d'un caillou. Comme j'ai pas de cailloux, je vais mettre des coquillages. Mais forcément, ce genre de béton n'a aucune résistance et donc à oublier au plus vite. Alors, on peut également, donc un béton, en fait, il a une certaine densité qui est de l'ordre de 1400, 2300, entre 1350 et 2400 kg par mètre cube. Dans certains cas, on souhaite des bétons plus lourds ou des bétons plus légers. Alors pourquoi? Quand a-t-on besoin d'un béton plus lourd? Un des cas assez classiques, c'est les contrepoids des grues. Donc vous avez une grue tour avec la flèche. Et pour qu'elle ne bascule pas, de l'autre côté, il y a un contrepoids. Alors c'est soit des blocs métalliques, mais qui demandent de l'entretien, qui rouillent et qui coûtent assez cher, soit du béton. Alors si on arrive à faire un béton plus lourd, on aura besoin de moins de blocs. Et donc l'idée, c'est d'avoir des bétons dont la masse volumique soit plus élevée que le béton classique. Et pour ça, on doit remplacer certains matériaux par des matériaux plus lourds. Et typiquement, ce qu'on utilise, en général, c'est des morceaux d'acier. Alors on remplace, il faut savoir qu'un béton lourd peut monter une densité de 3, 3,2, 3,5 tonnes par mètre cube ou kilos par décimètre cube. Et donc simplement en remplaçant les cailloux par des matériaux plus lourds. Ici, vous avez une carotte un petit peu spéciale, dans laquelle vous avez un gros bloc ici. Puis vous avez un autre du même genre que vous voyez là, un peu plus petit. Et c'est assez lourd. Donc vous voyez qu'il faut un certain effort pour le lever. Donc ça c'est un béton, justement une carotte d'un béton assez lourd. Alors d'où provient cette carotte? En fait elle vient de Zeebruges. Et à l'époque, quand on a fait le port de Zeebruges, comme on fait tous les ports qu'on fait en extérieur par rapport à la rive, à la plage, mais on doit faire, on met une base, on met des rochers et puis on fait une digue qui va sortir de l'eau. Et cette digue doit résister aux marées et aux tempêtes. Et donc pour éviter que tous les blocs ne s'en aillent à la tempête, si je mets un bloc de frigolite à la première marée, il est parti, donc, parce qu'il est trop léger. Si je mets un bloc de béton normal, peut-être qu'à la grande tempête, il va s'en aller aussi. Et donc on a calculé que pour Zeebruges notamment, on a utilisé là des blocs de béton qui font 2 à 3 mètres. Donc des cubes de béton de 2 à 3 mètres de côté. Et on avait calculé pour éviter que
que ces blocs ne s'en aillent avec les grandes marées ou les grandes tempêtes, il fallait une densité nettement supérieure à la densité habituelle des bétons. Et donc ce qu'on a fait ici, pour arriver à augmenter cette densité, c'est qu'on a incorporé dans le béton ce genre de produit. Ce produit, c'est un produit très lourd, c'est en fait du minerai de plomb ou scorie de plomb. Et donc on arrive de cette manière-là à augmenter très fortement la densité moyenne d'un bloc et éviter qu'il se déplace lors d'une marée importante ou surtout d'une tempête. Évidemment, c'est des aspects très spécifiques, et notamment une des questions qui s'est posée à l'époque, c'est est-ce que on ne risquait pas d'avoir une réaction entre le ciment et la scorie de plomb, puisque c'est des matériaux qui normalement ne sont pas faits pour s'entendre. On a donc fait une série d'essais à l'époque et on a constaté qu'effectivement il y avait des effets sur la prise, mais pas sur le durcissement et à long terme du béton. Et donc ces matériaux utilisés, vous pouvez aller à Zeebrugge, vous allez voir des blocs, et vous pouvez vous dire qu'à l'intérieur de ces blocs, il y a des scories de plomb. Alors comment a-t-on dimensionné? Vous voyez que c'est des blocs plus ou moins gros. Comment a-t-on fait pour les placer? Simplement on bétonnait les 20, 30, 40 premiers centimètres, et puis il y a un grappin qui prenait une certaine quantité de scories de plomb et qui les mettait dans le moule. Et on arrivait ainsi, on savait qu'il fallait autant de grappins par cube pour arriver à la densité voulue. Inversement, on a parfois envie d'avoir des bétons plus légers. Alors soit parce qu'on veut qu'ils soient plus légers, soit parce qu'il y a une autre propriété du béton léger en général, c'est qu'il est plus isolant au niveau thermique. Et alors pour avoir des bétons légers, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remplacer certains matériaux du béton par des produits moins lourds. Et typiquement, ce qu'on utilise, le plus couramment utilisé, ce sont ces petites billes, qui ne sont pas des cailloux, qui sont en fait de l'argile expansée. Donc si on regarde le détail, on voit que c'est plein de petites bulles. Donc c'est un produit qu'on chauffe et qui crée des bulles, et donc ça vous donne des sortes de petits cailloux, mais beaucoup plus légers. Alors j'ai déjà vu aussi qu'on mettait du bois ou des choses comme ça pour arriver à diminuer la densité. Forcément, on obtient quelque chose qui a une résistance très faible, et donc on arrive à des résistances très faibles. Donc il ne faut pas demander à la fois un béton léger et une résistance élevée. Ça, c'est tout à fait impossible entre les deux. Et donc on utilise beaucoup ce type de matériaux, notamment dans les bâtiments, pour faire des murs, ce qu'on appelle des murs en argex, qui sont des murs beaucoup plus légers et donc plus isolants que le béton classique. L'avantage, c'est à la fois l'isolation et le poids, si on veut diminuer la pression sur les fondations, des choses comme ça. Par contre, on est parfois limité au nombre d'étages qu'on va pouvoir faire à ce nombre de blocs, puisqu'évidemment, plus on a d'étages, et plus la charge sur le premier étage est importante. Et donc, soit on revient à un béton classique, soit on doit augmenter l'épaisseur des murs avec ce type de béton. Alors, dernière remarque au niveau des granulats. Ici, vous voyez qu'on a des granulats tout à fait blancs, donc un caillou blanc et un sable blanc. Alors, quand va-t-on utiliser ça? Et simplement, on va utiliser ça quand on veut un béton blanc, donc un béton architectonique, c'est plus intéressant, les architectes sont plus concernés par ça. Donc quand on veut un béton blanc, il faut avoir tous les matériaux blancs. Pourquoi? Parce qu'en fait, la couleur d'un béton, donc vous avez vu tout à l'heure les échantillons qui avaient différentes couleurs, on va reprendre celui-là, il est complètement gris. Ça, c'est la face de moulage, il était un petit peu abîmé sur les bords. Et là, on voit qu'il est gris. Pourquoi est-ce qu'il est gris? Parce que le ciment est gris. Donc ce qui donne la couleur au béton, ce sont les fines qui viennent en surface. Et donc si vous avez beaucoup de sable jaune dans un béton, le gris va tourner au jaune parce qu'il y aura des fines jaunes qui vont venir en surface. Donc vous avez un béton normal, c'est très gris. Un béton avec du sable jaune comme celui-ci, il va avoir une tendance à jaunir quelque peu en surface. Et donc si on veut fabriquer un béton blanc, on va utiliser un ciment blanc, ça c'est la première chose. Mais on est également obligé d'utiliser des matériaux blancs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va malaxer, on a vu tout à l'heure que quand on a un caillou, il y a beaucoup de fines. Et donc quand on malaxe, toutes les fines des cailloux vont se mélanger avec le ciment. Et donc le ciment qui est au départ blanc, il va prendre une teinte légèrement grisâtre si j'utilise ce genre de cailloux. Et donc pour arriver à faire un béton blanc, il faut absolument des granulats blancs, c'est-à-dire des cailloux blancs et du sable blanc également. Et donc ce sont en général des bétons qui coûtent assez cher. D'abord, produire le ciment blanc, c'est pas évident, ça coûte assez cher. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on partait de calcaire et d'argile, donc on doit partir de matériaux blancs pour obtenir le ciment blanc, ça coûte assez cher. Et il faut également des cailloux et du sable blanc qui ne se rencontrent pas non plus aussi facilement que ça. Donc on va passer maintenant à la réalisation du béton frais. Alors le béton, comme j'ai dit tout à l'heure, est composé d'un certain nombre d'éléments. On va partir du plus gros vers le plus fin, comme tout à l'heure. Donc le plus gros, ce sont les cailloux, ils sont déjà dans la bétonnière. On va ajouter le sable. Alors comme vous voyez, on part toujours des plus gros aux plus petits, de manière à obtenir un mélange relativement homogène. Si on mettait le ciment d'abord et puis les cailloux, on aurait évidemment le ciment qui ne se mélange pas bien. Alors la composition a été calculée pour obtenir un béton classique de structure.
Voilà, alors en ce qui concerne le malaxage, donc vous voyez qu'on a ici une bétonnière, c'est une bétonnière de laboratoire que vous verrez probablement jamais sur chantier. Simplement c'est un cylindre qui va tourner dans un sens, qui est fixe mais qui tourne dans un sens. Et ensuite là vous avez des pales, ces pales vont descendre dans le béton et elles tournent dans l'autre sens, donc c'est ce qu'on appelle une bétonnière à contre-courant. Donc le cylindre, enfin, la cuve tourne dans un sens, les pales dans l'autre sens. Et vous avez une pale fixe qui est ici, qui est une pale qui ramène toujours le béton vers le centre de manière à avoir un bon système. Le mieux c'est de l'avoir fonctionné, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On va ajouter maintenant le ciment et ensuite on va faire un premier malaxage à sec. Pourquoi à sec? Parce que si on commence à mettre de l'eau directement, il va se mélanger au ciment et ça va faire des grumeaux qui n'arriveront pas à se désagréger. La première chose en général c'est un premier malaxage à sec quand c'est possible. L'ennui c'est que ça fait un petit peu de poussière. Donc on a fait un premier malaxage à sec, maintenant on va ajouter l'eau. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui est important dans la composition d'un béton, il y a plusieurs choses, et notamment sa teneur en eau. Donc il y a un rapport qu'on appelle eau sur ciment. Le durcissement du béton, c'est une réaction chimique entre le ciment et l'eau. Donc ça veut dire que pour une certaine quantité de ciment, pour avoir une réaction complète, il faut une certaine quantité d'eau. S'il y a trop peu d'eau, ça veut dire qu'il y aura trop de ciment qui ne va pas réagir, et donc ça c'est une mauvaise solution puisqu'on gaspille du ciment. Par contre, si on met trop d'eau, il y aura de l'eau en excès. Le ciment va réagir avec la quantité d'eau dont il a besoin. Il y aura de l'eau en excès, et donc cette eau va s'évaporer et laisser des bulles qui vont créer des vides et donc un affaiblissement de la structure du béton. Donc idéalement, on devrait avoir une teneur en eau idéale de l'ordre de 0,25, quelque chose comme ça, 0,20, 0,30. Mais on va voir, c'est ce qu'on va faire ici comme premier mélange. Alors on va voir ce que ça donne comme ouvrabilité du béton. Est-ce que ce béton avec la teneur en eau idéale, au point de vue chimique, est-ce que ce béton est utilisable ou pas? Si je prends un petit peu de béton, on voit très bien que ce béton, je vais le mettre devant la caméra, on voit que ce béton est trop sec, donc les cailloux s'isolent, on n'arrivera jamais à le mettre en place. En fait, pourquoi? Parce que simplement, on a besoin de beaucoup plus d'eau pour humidifier les granulats et de manière à avoir un mélange qui soit beaucoup plus homogène. Maintenant, on va passer à une teneur eau sur ciment un peu plus importante. C'est combien maintenant? 0,45, donc qui est la teneur en eau normalement. Vous voyez qu'ici, si je prends le béton, vous voyez, je l'agite un petit peu, je le retourne, il retombe. On va voir tout à l'heure ce qui se passe. Donc on passe maintenant à 0,45, donc ça veut dire qu'ici il y a un excès d'eau par rapport à le ciment. Vous voyez déjà que le béton est un peu plus brillant parce qu'il y a un petit peu plus d'eau. Et donc vous voyez qu'ici ce béton se met en place pratiquement tout seul. Et on voit qu'il a une fluidité beaucoup plus grande. Et donc se pose la question, quand on commande un béton, il faut que le béton soit utilisable en fonction de l'ouvrage qu'on veut faire. Et donc pour cela, on doit définir ce qu'on appelle la fluidité. Alors si le béton est trop sec, ou s'il est trop, entre guillemets, mouillé, qu'est-ce qui va se passer? S'il est trop sec, on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait imaginer qu'on va rajouter de l'eau, ce qui pose un problème parce que par rapport à ce qui était prévu, on a un excédent d'eau qui va faire chuter la résistance. Donc c'est pas sûr que cette solution-là, normalement, elle n'est pas conseillée. Si le béton a la bonne consistance, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il est beaucoup trop mouillé, donc si on a un excès d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va mettre en œuvre, les cailloux vont tomber dans le fond et on va avoir la partie surnageante qui sera le mortier, donc le mélange de fine, le ciment et de l'eau. Et donc on aura un béton très hétérogène de résistance beaucoup plus faible. Donc il faut absolument, quand on commande un béton, le commander avec une fluidité bien déterminée. Alors quand le béton arrive sur chantier, ou bien il a la bonne fluidité, on peut le mettre en œuvre, ou il n'a pas la bonne fluidité.
Alors le problème, évidemment, si on estime qu'il n'a pas la bonne fluidité, c'est de pouvoir refuser le béton. Et donc voilà, on est dans une relation commerciale avec le fournisseur de béton. Et donc vous allez dire, le béton n'a pas la bonne consistance, et le fournisseur va dire si, il a la bonne consistance, et on est parti dans un problème juridique. Et donc il faut absolument avoir ce qu'on appelle un essai de fluidité pour dire, voilà, moi je vais commander suivant tel critère, je vérifie à l'arrivée sur chantier si le critère est respecté ou non. S'il n'est pas respecté, je peux alors refuser le béton, avec toutes les conséquences que ça entraîne pour le fournisseur, mais également pour moi, parce qu'évidemment ça retarde mon chantier, donc tout le monde est embêté. Alors en général, dans les 95 ou 99% des cas, le béton arrive avec une bonne fluidité et la simple vue du béton suffit pour dire celui-là on peut le mettre en œuvre et donc l'essai n'est pas vraiment nécessaire. Faire un essai pour dire je vois que c'est bon mais je vais quand même prouver que c'est bon, c'est pas très utile. Et donc l'essai ici qu'on va réaliser, c'est vraiment nécessaire quand on a un doute sur la qualité ou sur la correspondance entre le critère qu'on a exigé et l'aspect du béton à la réception. Il existe plusieurs méthodes, on va simplement en utiliser deux qui sont les deux plus courantes et qui sont les deux sur lesquelles on va pouvoir commander du béton ici en Belgique, qui sont l'affaissement au cône d'Abrahams et l'étalement à la table à secousse. On va passer en revue chacune des deux méthodes. Donc le premier essai, c'est l'affaissement au cône d'Abrahams. Donc il y a 3 mots dans la définition de cet essai, le mot affaissement, cône et Abrahams. Alors on commence par l'arrière, Abrahams, mais c'est le monsieur qui l'a inventé, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf pour lui. Cône, vous voyez, c'est parce qu'on utilise un cône, et affaissement parce qu'on va mesurer un affaissement. Donc le principe de l'essai, c'est de réaliser un cône de béton. Donc ici on le place, d'abord le béton dans le cône, dans le moule, qui est un tronc de cône, tu peux y aller. Alors ça se place en 3 couches, d'égale épaisseur plus ou moins, et chaque couche est vibrée. Donc, ce sera l'occasion aussi pendant ce laboratoire-ci de voir les différents types de vibrations. Donc la première vibration, c'est ce qu'on appelle la tige de piquage. Alors vous allez dire que c'est un mode qu'on n'utilise jamais, mais si, ça s'utilise quand même, notamment dans des tout petits chantiers, quand vous avez un maçon qui doit juste faire un petit linteau. En général, il n'a pas beaucoup de moyens de mise en œuvre, et donc il va faire son linteau avec 4 planches, ou 3 planches, il va mettre son béton, et puis il va prendre une barre à béton qui traîne sur le chantier et pousser le béton dans les coins. Et donc c'est une méthode de vibration, bon, très manuelle, pour des toutes petites quantités, et finalement assez peu utilisée. Mais pour les mesures de fluidité, c'est la méthode qu'on utilise. Voilà, la deuxième couche est mise, donc on va de nouveau la vibrer, entre guillemets. Alors cette vibration, cet essai, comme le deuxième, étant un essai qui va permettre d'accepter ou de refuser une livraison, il faut absolument que le résultat soit indiscutable. Et donc pour cela, il y a des normes qui vont décrire comment faire cet essai. Donc tout est normalisé, depuis évidemment la dimension du cône, le diamètre inférieur, diamètre supérieur, hauteur. Également le nombre de couches, j'ai dit tout à l'heure 3 fois. Le nombre de piquages, c'est à chaque couche on pique 25 fois, en répartissant dans tout le volume du béton. Et la tige elle-même a une forme bien déterminée, où c'est une barre diamètre 16 avec un embout hémisphérique. Donc on ne peut pas prendre n'importe quelle barre qui traîne dans le laboratoire ou sur le chantier pour faire cet essai. Voilà, on termine la préparation, donc c'est la 3e couche qui va être vibrée. Vous voyez que quand on vibre, le béton, ça fait ça tout petit peu, donc c'est bien l'effet de la vibration. À un moment donné, il en manque un petit peu, on va compléter de manière à avoir une surface supérieure parfaitement raccord avec la face supérieure du cône. Alors les dimensions, c'est 20 cm de diamètre, 10 cm de diamètre en haut et 30 cm de haut, si je me souviens bien. Ouais. Voilà, quand c'est préparé, on va simplement enlever le moule tronconique. Alors de 2 choses l'une, où le béton est de 3 choses l'une, où le béton est très sec, il ne va pas bouger du tout, donc ce sera un affaissement nul. Où le béton est très mouillé, c'est comme de l'eau, mais il va s'effondrer complètement et ça devient non mesurable. Où il a une fluidité entre guillemets normale et il va s'affaisser d'une certaine quantité. Et on va mesurer la perte de hauteur. Donc l'affaissement au cône d'Abrahams s'exprime en centimètres ou en millimètres, c'est une dimension. Suspense. Ben voilà. Donc vous voyez que la hauteur est à peu près ici. Donc maintenant on va mesurer la perte de hauteur. Pour ça on va
recréer la hauteur initiale avec ce système de cornière. On met une barre transversale et avec un simple mètre, on va mesurer au millimètre près l'affaissement 80. qui est de 80 mm. Alors dans la pratique, quand vous allez commander un béton, donc vous allez pouvoir commander un béton avec une fluidité dont l'affaissement est de telle valeur. Alors dans la pratique, vous n'allez pas commander du 79, du 80, du 81. Vous voyez que avec la méthode ici, on peut très bien avoir plus ou moins, donc relativement imprécis. Donc on ne va pas commander avec une valeur bien déterminée, mais on va commander avec une classe de fluidité. Vous avez 4 ou 5 classes de fluidité. Vous allez dire, en fonction de l'ouvrage que vous voulez faire et des moyens de vibration que vous allez demander un béton plus ou moins fluide. Si vous avez des bétons, que vous avez de très bons moyens de mise en place, vous pouvez prendre un béton relativement sec ou peu fluide. Par contre, si vous avez besoin d'un béton que vous allez pomper, donc on va prendre une pompe et le faire circuler dans des tuyaux pour aller le porter relativement loin, à ce moment-là, le béton doit être beaucoup plus liquide, donc doit être beaucoup plus fluide. Et donc vous allez choisir une classe de fluidité beaucoup plus fluide. Tout ça est normalisé de manière très très précise. Alors vous voyez qu'au niveau de l'appareillage, c'est assez simple. On a simplement une plaque, un cône et puis un dispositif de mesure, donc ça ne coûte pas grand-chose. C'est très facile à transporter dans une voiture. Donc ça, c'est typiquement l'essai qu'on va faire sur chantier. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un essai qu'on fait relativement rarement. Très souvent, les responsables de chantier ont plusieurs chantiers. Et ils vont parfois de l'un à l'autre et donc ils peuvent avoir ça dans leur voiture et à tout moment le sortir et faire l'essai s'il s'avère que c'est nécessaire. Comme je vous l'ai dit, c'est rarement nécessaire parce qu'on le fait assez rarement cet essai. Il a une relative imprécision puisque vous voyez que la chute de la face supérieure du cône est relativement imprécise. Il existe un deuxième essai qu'on appelle l'étalement à la table à secousse qu'on va réaliser maintenant, qui lui est beaucoup plus compliqué à réaliser en termes de matériel, donc c'est pas du tout du matériel transportable, mais qui est beaucoup plus précis. Et donc dans un cas ou l'autre, on va choisir plutôt l'un que l'autre. Il faut savoir qu'il existe, on peut commander en Belgique suivant une méthode suivant l'autre, on a vraiment le choix, et il existe des correspondances entre les résultats des deux classes. Mais on va voir d'abord l'essai de fluidité à la table à secousse. Alors ici on est donc à l'essai d'étalement à la table à secousse, donc c'est un deuxième essai de fluidité. Donc vous voyez déjà qu'au niveau matériel, on est dans quelque chose de complètement différent. D'abord, reprenons la définition, étalement à table à secousse. Étalement, on va voir pourquoi tout à l'heure, en fin d'essai. Table, pourquoi? Vous avez une table. Ça, c'est simple. Et secousse, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une table un peu spéciale. Vous voyez qu'elle est sur un gros bloc béton, il y a une manivelle derrière. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va réaliser un volume de béton qui est de nouveau un tronc de cône. Et lorsqu'on va enlever le moule, et lorsqu'on aura terminé cette préparation, on va donner des secousses à la table. Donc la table va monter et redescendre un certain nombre de fois. Et donc le béton progressivement va s'étaler. Et ce qu'on va mesurer, c'est le nouveau diamètre après l'étalement, après les secousses, comparé, divisé par le diamètre initial. Et dans ce cas-ci, ce sera donc un nombre sans dimension, contrairement à tout à l'heure où c'était des centimètres ou des millimètres. Donc on comprend très bien que ce genre de matériel est utilisable que dans des laboratoires et pas sur des chantiers. Sauf si on a vraiment un très gros chantier qui lui-même bénéficie d'un laboratoire, ce qui peut arriver. Mais alors on n'est pas dans des trop gros chantiers, genre des centrales nucléaires, des choses comme ça. À ce moment-là, on a des grandes quantités de béton et l'exigence sur le béton est très importante. Et en ce moment-là, on peut avoir un laboratoire sur place. Mais dans la plupart des cas, même les grands bâtiments à étages multiples, on n'a pas un laboratoire sur un chantier. Donc la deuxième couche est installée, on va la vibrer, je vais quand même tenir le moule pour qu'il ne se déplace pas trop. Sinon la préparation est très similaire au cône d'Abrams. Est-ce que quelqu'un a compté? Donc ensuite on enlève le moule. Donc vous voyez que le béton a une forme, un tronc de cône légèrement affaissé. L'essai n'est pas terminé dans ce cas-ci, on va maintenant commencer à donner les secousses. Donc les secousses, comme je l'ai expliqué, c'est faire monter la table d'une certaine quantité, c'est 1 cm, 2 cm, et puis la laisser retomber. Donc là, dans l'intérieur, il y a une came qui fait monter la table et la fait rechuter directement. Et on va faire ça un certain nombre de fois, donc il y a une manivelle. Voilà, donc pour ceux qui ont compté,
Ça fait 15 fois à un rythme environ d'1 par seconde. Et donc vous avez vu que le béton qui avait un diamètre initial de 30 cm, ici progressivement il s'est étalé. Et maintenant on va mesurer le nouveau diamètre et on va diviser ce nouveau diamètre par le diamètre initial, ce qui va nous donner l'étalement à la table à secousse, nombre sans dimension, forcément supérieur à 1, puisque le béton s'est étalé. 45 divisé par 30, c'est un cas très facile, ça nous fait un étalement à la table à secousse de 1,5. Voilà, on va supposer donc que ce béton, on l'accepte, il rentre dans notre critère, et donc on peut l'utiliser. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, pour ne pas acheter le béton, c'est qu'on va effectivement l'utiliser, et on va fabriquer des éprouvettes qui vont nous servir lors du laboratoire suivant qui sera consacré au béton durci. Donc ce béton va durcir, on va faire des éprouvettes qu'on va tester la prochaine fois. Voilà, maintenant que le béton est considéré comme de bonne fluidité, on va passer à la réalisation des 3 éprouvettes. On va fabriquer 3 éprouvettes, comme je disais, 2 cylindres et un cube. Ces éprouvettes vont servir, donc dans le cas du béton durci, un cylindre et le cube pour déterminer la résistance à la compression du béton, et le deuxième cylindre pour déterminer la résistance à la traction. On va profiter également de cette fabrication d'éprouvettes pour vous montrer 2 nouvelles ou 2 autres méthodes de vibration. Alors la première qu'on va voir, fait assez de bruit, c'est ce qu'on appelle la table vibrante. Le mieux c'est d'abord de la voir et puis on va commenter, comme ça fait beaucoup de bruit. Voilà, donc vous avez vu la table vibrante. Alors le béton est réalisé en plusieurs passes de manière à obtenir une bonne densité partout. Et donc on réalise, tout comme pour le cône d'Abraham, puisque c'est la même hauteur, on réalise l'échantillon en 3 couches. Et chacune des couches va être vibrée. Donc on a fait à peu près une dizaine de centimètres, on va faire de 10 à 20 maintenant, et puis on terminera par la partie supérieure. Donc vous voyez qu'ici, dans ce système, c'est toute la table qui se met à vibrer, et fait vibrer le coffrage lui-même, le moule, qui fait vibrer lui-même le béton à l'intérieur. Alors ici, vous avez vu qu'on avait ajouté quelque chose, c'est quoi? C'est une chose très importante, ce qu'on appelle la hausse. Alors à quoi sert une hausse? Simplement, donc on va avoir une éprouvette qui soit remplie convenablement et bien vibrée jusqu'à son sommet, qui est ici. Et donc, ce qu'il faut, c'est d'avoir un petit supplément de béton pour être sûr que l'ensemble est bien vibré. Et donc on va avoir un béton qui va dépasser la face supérieure du moule et on va simplement araser. De cette manière-là, on est sûr que les 30 cm de béton sont bien vibrés. Sur chantier, on l'utilise très très peu, ce qui est en tort, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on remplit de béton plutôt un peu en dessous de la limite. On vibre plus ou moins bien et puis on achève à la truelle et on termine les 3-4 cm supérieurs simplement en lissant sans vibration. Et donc les 3, 4, 5 premiers centimètres en général sont très mal vibrés. On va passer donc à la vibration de cette 3e couche. Donc on voit qu'on a ici 3-4 cm en trop qu'on va enlever et puis lisser la partie supérieure. Voilà, on va maintenant passer au 2e cylindre et au cube qui sont là devant la table. Et là, on va utiliser une autre technique de vibration qui est l'aiguille vibrante. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est remplir le béton de nouveau en 2 ou 3 couches. 2 couches pour le cube, 3 couches pour le cylindre. Et chaque couche va être vibrée de manière différente. C'est simplement ce qu'on appelle une aiguille vibrante. Vous allez la voir fonctionner. Alors l'aiguille vibrante, c'est une sorte de cylindre métallique dans lequel il y a un excentrique qui tourne et qui fait vibrer ce cylindre. Et en le plongeant dans le béton, tout le béton qui se trouve autour de l'aiguille se trouve mis en vibration. Donc voilà les 2 moules, donc moule cylindrique et moule cubique. Et donc on va remplir à peu près la moitié du cube et le 1er tiers du cylindre. Et on va vibrer chacun de ces moules. Donc vous avez vu la méthode de vibration, on doit simplement déplacer l'aiguille dans tout le volume du béton. Donc ici on vient de voir 3 méthodes de vibration. Donc je rappelle la tige de piquage qu'on a utilisée lors des essais de fluidité, la table vibrante sur le 1er cylindre et l'aiguille vibrante sur le 2e cylindre et sur le cube. Alors il existe d'autres méthodes de vibration.
Je vais vous prendre un exemple. Prenons une poutre de bâtiment, une poutre de pont. En général, ce sont des poutres qui ont une forme de I, comme j'ai dessiné ici. Je ne sais pas où on peut la voir. Et donc le problème, donc tout ceci doit être rempli de béton et vibrer convenablement. Et donc on peut remplir de béton, le béton va se mettre. Et donc si j'imagine que j'utilise l'aiguille vibrante, hein, on imagine qu'on a du béton jusque là et puis ça monte. L'aiguille vibrante que vous avez vue, elle va pouvoir vibrer le milieu forcément, elle va pouvoir vibrer un petit peu les côtés, et encore c'est assez difficile, il faut savoir que la hauteur d'une poutre, ça peut être 1 mètre, 1,50 m, voire 2 mètres. Et donc on n'arrivera jamais à vibrer les parties extérieures. Or, il y a deux raisons pour lesquelles ça doit être super bien vibré. D'abord une question de résistance, puisqu'on a des câbles de précontrainte, on a des armatures, il faut qu'ils soient bien enrobés. Et esthétiquement, c'est à peu près la seule chose qu'on voit sur cette poutre. Donc il ne s'agit pas que ce soit plein de nids de gravier. Et donc on peut se poser la question, comment arriver à vibrer cette poutre convenablement? Or, on sait le faire, puisque si vous promenez en dessous d'un pont, vous regardez, vous allez voir que ce type de poutre est parfaitement bien vibré. Mais une première solution, c'est en général, comme ce sont des éléments très hauts, il faut que les coffrages soient très résistants pour tenir la poussée horizontale du béton. Ce sont des coffrages métalliques. Et donc dans ce cas-là, on va mettre sur les coffrages des vibrateurs un peu partout. Et donc c'est en mettant ces vibrateurs en action qu'ils vont mettre en action tout le coffrage que le béton va se mettre en place convenablement. Alors il existe une solution qu'on utilise de plus en plus, peut-être pas encore pour les grandes poutres, qui est un béton qui n'a pas besoin d'être vibré, ce qu'on appelle le béton autoplaçant. Dans ce cas-là, le béton est tellement fluide qu'il se met en place tout seul. Ce béton autoplaçant est très complexe à réaliser, puisqu'il pourrait y arriver sans avoir un excès d'eau. On pourrait mettre beaucoup d'eau et on y arriverait, mais forcément, on aurait des bétons de très mauvaise qualité. Donc pour garder un béton de bonne qualité, on va utiliser un béton autoplaçant, qui est en fait un béton tout à fait spécial, en ce sens qu'il a d'abord une granulométrie très bien étudiée. On ne va pas utiliser de concassé, mais plutôt des graviers roulés, de manière à avoir une meilleure fluidité. Et on va également utiliser ce qu'on appelle des adjuvants. Donc on a vu qu'un béton était constitué de cailloux, de sable, de ciment et d'eau. Ce sont les 4 ingrédients de base assez classiques. Et dans ce cas-ci, on peut utiliser ce qu'on appelle un plastifiant. Un plastifiant, donc c'est un produit qu'on va ajouter au béton, qui sans modifier la composition initiale du béton, va lui donner une plus grande fluidité. Alors dans les bétons, on utilise pas mal ce qu'on appelle les adjuvants. Donc l'un des plus connus et des plus importants, c'est les plastifiants et superplastifiants. Donc ça permet de réduire la teneur en eau pour une même composition, où ça permet également d'augmenter la fluidité en gardant la même teneur en eau. Alors d'autres adjuvants peuvent être utilisés indépendamment évidemment de ce qu'on voit ici. Ce sont des entraîneurs d'air, donc on peut modifier la rhéologie du béton et on peut modifier la résistance du béton à long terme. On peut avoir des entraîneurs d'air, des accélérateurs de prise, des retardeurs de prise, etc. Et donc tout ça, ce sont déjà des adjuvants qu'on peut ajouter dans le béton pour modifier certaines de ses caractéristiques sans changer sa composition initiale. Les 3 éléments qu'on a réalisés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors tout d'abord, ils vont commencer par le béton va faire prise. Donc actuellement, si je prends le marqueur que j'ai en main, je l'enfonce dedans, je vais pouvoir l'enfoncer. Si je reviens dans quelques heures, ce marqueur, je n'arriverai plus à l'enfoncer. Donc à ce moment-là, le béton aura fait sa prise. Et puis il va continuer à durcir, donc la résistance va augmenter dans le temps. Ce sera l'objet du prochain laboratoire qui va nous parler du béton durci. Alors entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir démouler pour récupérer le moule et pour récupérer les échantillons. Alors pour démouler, comment va-t-on faire? C'est relativement simple en fonction du type de moule qu'on va utiliser. Nous avons ici un certain nombre de moules différents. Alors le moule cylindrique qu'on a utilisé, c'est simplement donc un cylindre, et comme vous pouvez le voir sur le moule qui est démonté ici, le moule est fendu. Donc le moule vient s'adapter sur sa base, qui est une plaque en acier avec des systèmes d'accrochage. On serre l'ensemble et puis on bétonne. Quand on a terminé, que le béton a fait prise, donc typiquement le lendemain ou quelques jours plus tard, on va récupérer, donc on va démonter le cylindre de sa plaque de base et on va relâcher les 2 boulons que vous voyez là et automatiquement le moule va s'ouvrir et on va pouvoir récupérer l'échantillon intact. Le moule cubique c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu le même principe, si ce n'est que là on a un fond que vous voyez là et vous avez 4 faces. Donc le moule est composé pour le moule cylindrique 2 éléments, la base et le cylindre. Pour le moule cubique, 5 éléments, la base et les 4 côtés.
Alors vous rendez bien compte que sur chantier, c'est assez compliqué. Les moules, évidemment, sont récupérables, on ne les utilise pas qu'une seule fois. Et donc, il faut d'abord les récupérer, les nettoyer. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte assez cher. Et donc, sur chantier, on utilise très peu ce genre de moule. Alors, sur chantier, on va plutôt privilégier ce type de moule, qui est un moule en plastique, vous voyez, assez léger, je le porte facilement, et qui est en une seule pièce. Avantage du moule, donc c'est une seule pièce par rapport aux 5 pièces. Avantage, légèreté. Et donc, pour arriver à démouler, quand on imagine le moule rempli de béton et le béton est endurci, pour arriver à le démouler, c'est pratiquement impossible sans des petites astuces. Alors, il y a ici 2 astuces pour faciliter le démoulage et récupérer le moule pour pouvoir le réutiliser. C'est qu'au lieu d'avoir des faces verticales, les faces sont légèrement inclinées, ce qui vous donne une sorte de tronc de pyramide. Et on imagine que si on le retourne le cube, le moule va remonter et va pouvoir sortir. Deuxième astuce, c'est pour aider au démoulage, parce qu'évidemment le béton a tendance à coller sur les faces du moule, c'est qu'on a prévu un trou, et donc vous voyez également des bouchons. Et donc ça veut dire que quand on va enlever le bouchon, on va pouvoir mettre une pression d'eau, une pression d'air qui va forcer le cube à se décoller de son moule. Ce sera beaucoup plus simple pour le démoulage. Alors, le désavantage de ce moule, c'est qu'évidemment, contrairement à celui-là, les faces verticales ne sont pas parallèles. Et ça, c'est un élément qui est un peu négatif, dont on reparlera lors de laboratoire sur le béton durci, puisqu'on va utiliser ce cube pour un essai de compression. Le dernier moule que vous voyez ici, c'est un moule qu'on utilisait, je pense que c'est maintenant relativement peu utilisé, c'est un moule en frigolite. Alors l'avantage pour l'entrepreneur sur ce chantier, c'est que ce moule, il le remplit et puis il l'envoie au laboratoire. Et le moule étant en frigolite, comment le récupère-t-on l'échantillon? On va simplement arracher la frigolite, la mettre à la poubelle et puis on récupère le cube. Ça a 2 désavantages. D'abord un désavantage écologique, c'est que la frigolite à la poubelle, c'est pas une très très bonne solution. Et en plus, les faces du moule ne sont pas lisses du tout, puisque le moule frigolite a un certain relief, et donc les faces ne sont pas du tout lisses, et donc vont devoir être rectifiées pour être testées en compression. Alors il existe, j'en ai pas ici, mais c'est la dernière solution, c'est quand on n'a aucun échantillon, aucun matériau pour faire des cubes et qu'on vous demande quand même de faire des cubes, et très souvent ce que les gens font, c'est prendre 5 bouts de planche et de faire un cube directement sur place. Et très souvent ça arrive à des catastrophes parce qu'on a des cubes de forme tout à fait aléatoire. Voilà, pour terminer la partie béton frais, on va maintenant rajouter de l'eau. Donc vous avez vu tout au début de la préparation, on a commencé avec une teneur en eau, c'est-à-dire un rapport eau sur ciment de 0,30. On a vu que c'était un béton trop sec qu'on n'arrivait pas à mettre en œuvre. On est passé à 0,45, qui est une valeur assez courante, 0,40, 0,50 pour la plupart des bétons. Et là, on a vu qu'on avait un béton qu'on pouvait mettre en œuvre, qu'on a d'ailleurs mis en œuvre dans les moules. Ici, on va montrer maintenant ce qui se passe quand on met trop d'eau. Donc trop peu, c'est inacceptable, et trop, c'est inacceptable aussi. Donc on va vous montrer l'aspect que ça a, un béton qui a beaucoup trop d'eau. Alors ici, on va rajouter de l'eau de manière à arriver sur ce qui reste de béton à un rapport eau sur ciment, donc E sur C de 0,7 environ. On va commencer par remalaxer et puis rajouter de l'eau. Alors dans le jargon des gens qui font du béton, ça s'appelle faire de la soupe. Vous allez comprendre pourquoi. Si j'agite un tout petit peu, vous voyez que les cailloux disparaissent et se retrouvent tout à fait dans le fond. Et on a au-dessus, voilà, j'arrête, on ne voit plus de cailloux, on voit plus que de la laitance, c'est-à-dire un mélange d'eau et de ciment. Donc ça veut dire que la résistance est en bas, si je bétonne avec ce genre de béton. En bas, j'aurai beaucoup de cailloux et peu de ciment, donc j'aurai une résistance assez faible. En haut, j'aurai beaucoup de ciment, mais surtout beaucoup d'eau, et donc beaucoup de vide, et donc une résistance très faible également. Donc on voit très bien que la partie supérieure, donc on a mis trop d'eau, la partie supérieure n'a plus un seul caillou parce qu'ils sont tous tombés dans le fond.